Alors, ça règle là ou... vous êtes là. Hey, salut les Ardos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma passion pour le métal. Et je parle bien de musique, pas de sidérurgie. J'ai commencé à écouter du métal au début de mon adolescence, et c'est une musique qui me suit encore aujourd'hui. J'ai même appris à jouer de la gratte et à composer. Là, faut pas de la figuration. C'est une musique qui me suit partout. Mais genre, vraiment partout. Et du coup, je voulais rendre hommage à tous ces artistes qui ont rendu ma vie meilleure. J'ai donc rassemblé mes 50 albums de métal préférés, et j'en ai concocté un petit classement de derrière les fagots. Alors je sais que les tops, ça a pas forcément le vent en poupe ces derniers temps, mais ça reste un format qui est efficace. Et donc voilà quoi, un petit top 50 pour vos yeux. Donc voilà, je vous propose un top 50 dans une série de 5 vidéos. 5 vidéos de 10 albums. Pour mener tout ça à bien, je me suis fixé 2 règles sur lesquelles je ne transigerai pas. La première d'entre elles, c'est que même s'il y a plein de groupes de rock, de hard rock ou de punk qui m'ont marqué, ici on parle bien de heavy metal et de toutes ses ramifications au cours du temps. La deuxième d'entre elles, c'est que je me suis limité non pas à 3, non pas à 2, mais bel et bien à un album par artiste. Ça va me permettre de ratisser large et de vous faire découvrir des trucs. Parce que le but caché derrière un top, en tout cas selon moi, c'est quand même de faire découvrir sa passion aux gens. C'est pas tant le top en lui-même qui est important que les groupes qui y seront présentés. Et d'ailleurs c'est un album que je fais à un instant T. Si je l'avais fait 2 semaines plus tard, peut-être qu'il aurait changé. Donc faut pas se focaliser sur les places, on s'en fout un petit peu en réalité. Surtout que j'ai eu tendance à valoriser les groupes qui ont régulièrement fait de la qualité, plutôt que des groupes qui ont une pépite dans leur carrière. Et voilà, je pense que mes explications sont claires, donc voilà, on est parti. J'essaie de faire une transition, mais c'est pas top, non? Allez, go! Le milieu du métal est globalement une affaire anglo-saxonne. Et même si aujourd'hui il y a bon nombre de groupes en provenance des pays scandinaves, d'Allemagne ou encore de France qui ont réussi à percer, ils s'expriment généralement dans la langue de Shakespeare. Mais l'un de ces groupes fait exception, et c'est avec lui qu'on va lancer les hostilités. Ce groupe est né dans les cendres du mur de Berlin, et a été façonné dans une Allemagne en reconstruction. Je parle bien sûr de Rammstein. Les Berlinois prennent une dimension internationale en 1997 avec leur deuxième album, Sehnsucht. Ils proposent sur leurs 2 premiers albums un métal aux rythmes martiaux. Les 2 premiers albums du groupe sont clairement orientés indus, avec un son de guitare épais comme un mur. De Berlin. Clavier froid et cristallin, rythmique martiale, voix sèche et mécanique. Bref, Rammstein propose un métal qui est plutôt efficace quand même, mais qui est aussi à mon sens un peu austère. Alors tout ça c'est sympa, mais le groupe a besoin de se réinventer. Et c'est donc à l'aube de l'an 2000 que voit le jour leur 3e album, celui qui va nous intéresser. Bon, vous l'avez compris, on va parler de Mutter. C'est avec cet album que Rammstein s'affirme davantage comme un groupe de métal symphonique, avec des compositions plus chiadées et plus mélodiques. Les claviers se font plus discrets et donc on ressent moins le côté indus. Et moins kitsch par la même occasion. En gros, les Allemands montrent une facette plus humaine et chaleureuse qu'auparavant. Nouveau siècle, nouveau millénaire. Mine de rien, la guerre froide, ça commence à être loin derrière. L'Allemagne a fait son deuil, alors on se réchauffe les cœurs avec la voix chaude et caverneuse de Till Lindemann, qui opère dans un registre opératique qui lui est alors inconnu. Je me rappelle durant mon adolescence m'être surpris à chantonner les refrains fédérateurs, alors que pourtant je comprenais pas un mot quoi. Parce que pour moi Rammstein c'est avant tout ça, c'est un groupe qui a réussi à toucher à l'universel en faisant tomber les barrières de la langue. Comme le mur de Berlin. Vous avez compris, barrière, mur. Ouais. J'ai déjà fait celle-là, non? Bon bref voilà, je vais pas vous faire l'affront de faire comme si vous connaissiez pas Rammstein. C'est puissant, fédérateur, et je reviens toujours avec plaisir dessus, encore aujourd'hui. Alors ils ont fait d'autres albums qui sont très bien, notamment les 2 derniers à mon sens, mais pour moi Mutter ça reste le plus abouti. On va quitter le vieux continent pour le sable chaud californien. Les années 90 ont vu apparaître le néo-metal, un genre issu d'une fusion culturelle et musicale entre le metal et le hip-hop, porté par une génération post-MTV plus urbaine. Et parmi toute la palanquée de groupes qui sont nés à cette époque, impossible de passer à côté de System of a Down. Et si pour la plupart Toxicity est leur album de prédilection, pour ma part c'est leur avant-dernier album, Mesmerize, qui m'a le plus marqué. En effet, je trouve que c'est sur cet album que les Américains sont au sommet de leur maîtrise stylistique, capables de digérer un grand nombre d'influences diverses et variées dans des morceaux qui sont pourtant courts et concis.
On retrouve toujours les riffs simples et percutants, presque punk, portés par des rythmiques tranchantes et dynamiques, avec un usage malin des silences et des ruptures. Et d'ailleurs c'est vraiment la signature de l'album de jouer sur les ruptures de ton. Une intro douce et mélodique peut soudainement se transformer en une furia de cris et de riffs speedés de métal extrême. Et puis il y a bien sûr le grain de folie System of a Down, avec des passages pop ou des passages qui incorporent des éléments de musique juive ou arménienne par exemple. Et ce côté imprévisible, c'est tout ce que j'aime, et c'est ce qui donne au disque sa nervosité et sa tension permanente. A noter aussi que Daron Malakian, le guitariste, prend une part plus importante au chant, ce qui apporte une dualité assez intéressante. Bon par contre ça a conduit à des dissensions internes, mais nous on s'en fout, on est là pour écouter. Si Serj Tankian excelle toujours dans son registre de funambule, Malakian lui il apporte une touche plutôt pop et émotionnelle. Bon, et quand on aborde System of a Down, on peut évidemment pas passer outre le côté militant. Les membres du groupe sont tous d'origine arménienne et ont toujours œuvré à faire reconnaître le génocide arménien notamment, aux plus négationnistes d'entre vous. Je vous vois. On sent aussi une critique assez nette et frontale de l'interventionnisme américain, notamment au Moyen-Orient. Plus trivial encore, la violence dans la pornographie. Pourquoi pas après tout? Mais le groupe n'essaye pas de soutirer vos larmes avec une musique sous forme de guimauve moralisatrice. On est dans un registre plutôt humoristique, cynique, voire grotesque. Et donc l'album sonne plus comme un uppercut fait pour se mobiliser que pour se lamenter ou se victimiser. Bon voilà, ça dure moins de 40 minutes, c'est un bon shot d'adrénaline, et c'est fun. On va rester dans la Cité des Anges et partir à la rencontre d'un autre gros bonnet des années 90. Dans le sillage du néo-metal, le heavy metal des années 80 a aussi fait la rencontre du funk. Si la plupart des artistes ont besoin de plusieurs brouillons avant de sortir leur chef-d'œuvre, c'est pas le cas du groupe qu'on va aborder. Bref, vous l'avez compris, on va parler de Rage Against the Machine et de leur premier album, Rage Against the Machine. Et certes, les Californiens auront remis le couvert à 3 reprises, mais c'est bien ce premier album qui figure au classement. Première sortie et première uppercut. C'est de bas en haut. Comme ça un uppercut. Tout était déjà présent sur ce premier manifeste. Des riffs lourds accompagnés d'une basse galopante et un chant clairement influencé par le hip-hop de l'époque. Ça groove, c'est funky, et c'est bien pour ça que le groupe résonne encore aujourd'hui. On se sent comme porté par ces riffs lourds en mid-tempo, saccadés. Et ici, la basse ne sert pas de faire valoir, c'est vraiment un instrument à part entière. Et ça donne vraiment du coffre et de l'épaisseur aux compositions. C'est elle qui donne le la, elle est slappée, sautillante, et ça donne au morceau un groove irrésistible. Puis maintenant, vient l'épinoca Tom Morello. Bon alors, fraude ou génie incompris? Pour ma part, vous l'avez compris, j'aime vraiment les riffs. Et je ne peux que lui accorder ce crédit. Parce que pour les solos, c'est pas la même, on va dire. On peut quand même accorder au bonhomme d'avoir influencé toute une chier de gratteux aujourd'hui. Et même s'il joue des solos comme il ferait un toucher rectal, y a tout un tas de techniques qu'il utilise et qui rendent son jeu reconnaissable. On peut même dire qu'il a participé à en démocratiser certaines, comme les delays inversés, le kill switch, ou frottement de câble. Le chant de Zach de la Rocha est également très caractéristique, avec des lyrics qui sonnent comme des slogans 3 décennies plus tard. Il articule chaque syllabe comme une charge, avec son flow et son spoken word enragé. Il va être question d'autoritarisme, de répression policière, ou encore d'impérialisme américain. Bon bref, vous l'avez compris, c'est un groupe qui est très clairement engagé à gauche. Comme System of a Down, comme Rammstein aussi. Ah putain, on va me coller une étiquette que j'ai pas du tout. C'est quoi le prochain groupe? On va rester au pays de l'Oncle Sam, pour aborder une autre pointure des années 90. Mais à vrai dire, c'est à peu près tout ce que le groupe en question entretient de commun avec le précédent. Pantera donc. Encore adolescents, les Texans auront essayé dans les années 80 de se faire une place dans le milieu du glam rock. Mais ce fut un échec. Ça arrive. Mais si visiblement les années 80 n'étaient pas faites pour eux, les années 90 le seront. Armés d'un jeune chanteur en provenance de la Nouvelle-Orléans, les Texans sortent Cowboys from Hell en 1990 justement. Cet album il est vraiment très important parce qu'il va poser les bases de ce qu'on va appeler le groove metal.
Alors oui, c'est une énième étiquette qui a l'air imbitable comme ça, mais en fait c'est très simple. Le groove metal, c'est donc un sous-genre du métal qui est clairement hérité du thrash metal des années 80, mais davantage porté par la rythmique que par la technicité, avec des tempos généralement plus lents et des riffs plus simples, mais aussi plus percutants quoi. Fort de ce succès, les Texans reviennent 2 ans plus tard avec Vulgar Display of Power. Lui aussi sera suivi 2 ans plus tard de Far Beyond Driven, qui lui-même sera suivi 2 ans plus tard de The Great Southern Tranquil. Si le jeune Phil Anselmo des débuts donnait dans les aigus, au fil des années et des bouteilles vidées, le timbre de sa voix a quand même vachement changé. Et c'est pas une critique, c'est juste un autre registre. Mais ça va quand même de pair avec les instrus qui sont elles aussi de plus en plus débiles quand même, faut le dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas cité leur dernier album, Reinventing the Steel. C'est un peu trop neuneux pour moi, je vais pas vous mentir. Et même si de prime abord c'est très tentant de se dire que c'est juste un groupe bourrin et con, ce serait très réducteur et irrespectueux envers le guitariste Dimebag Darrell. C'est à mon sens lui le facteur X du groupe. Et pour le coup, Dimebag c'est sans exagération l'un des guitaristes les plus influents de ces 30-35 dernières années, avec son toucher exceptionnel et ses solos vibrants. Solos qu'il écrivait non seulement à la note près, mais aussi en twin guitar, et qui bien souvent tranchent avec la brutalité de l'instru. Maintenant, il va falloir choisir un album. Si jusque-là ça a été assez limpide pour moi de choisir un album parmi les groupes abordés, c'est un peu moins le cas pour Pantera. Bon, je vous l'ai dit, Reinventing the Steel, il est hors course. Mais je vais aussi enlever Far Beyond Driven. J'ai pas vraiment d'argument, c'est juste mes goûts. Bon allez, je vais pas m'emmerder, je vais couper la poire en deux, et puis voilà, je vais prendre Vulgar Display of Power. Et en vrai, c'est tout sauf un choix déconnant. Les musiciens arrivent à maturité, les riffs sont pas encore trop débiles, et Phil Anselmo il a encore un peu de coffre. Mais globalement, tout ce que je dis là s'applique pour tous les albums. Il est enfin temps d'atterrir sur la péninsule scandinave, pour partir à la rencontre de l'un de ses ambassadeurs les plus éminents. Région fortement teintée de black metal et de folkerie en tout genre, la Suède fait un peu exception dans le paysage. Et ouais, parce que la Suède, pour le coup, excelle dans le métal sous toutes ses formes. Et le groupe dont il va être question en est la preuve. On va parler de Meshuggah. Connu pour son chant clair et cristallin, ses solos héroïques et ses belles tierces légères. Non, pas du tout. Bon, évidemment, Meshuggah, c'est vraiment l'incarnation de la brutalité et aussi de l'austérité. C'est sûrement l'un des groupes les moins engageants qui soit, pour le kidam au tympan encore trop sensible. C'est pourtant sans l'ombre d'un doute l'une des formations dont l'influence a le plus irradié la scène, fin 90 et durant les années 2000. Ils sont d'ailleurs souvent considérés comme les pionniers du djent. L'album que j'ai choisi, c'est celui qui pousse le délire du groupe à son paroxysme. Catch 33 donc. C'est à mon sens l'album qui représente le mieux le chaos organisé du groupe. C'est une véritable tempête algorithmique scindée en 13 morceaux, mais qui fonctionne comme une fresque ininterrompue. Meshuggah pousse ici son esthétique jusqu'à l'abstraction. Riff cyclique, polyrythmie labyrinthique, groove mécanique et ambiance industrielle. Vous commencez à comprendre que l'intérêt du groupe ne réside pas vraiment dans la brutalité pure, mais plutôt dans sa composition complexe et mathématique. Pas de couplet, pas de refrain, et en fait pas vraiment de structure apparente. C'est vraiment une œuvre conceptuelle qui a été créée par de véritables ingénieurs de la musique. Tous ces éléments mis ensemble forment une masse hypnotique, presque rituelle. On retrouve bien évidemment ici l'élément qui a rendu le groupe si populaire et impopulaire. Ces fameuses signatures rythmiques impaires complètement alambiquées, ce qui rend leur musique d'autant plus impénétrable. En fait c'est vraiment de la musique de geek. Et là, attention, on parle pas du geek qui se lance une partie de Call of tous les 3 jours. Ah ouais, c'est vraiment de la musique depuis la pisse. Ça va, j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Ici, tout est fragmentation. Pas de couplet, pas de refrain, et en fait, pas vraiment de structure apparente. Les amateurs de solos héroïques et de voix opératiques resteront sur le carreau. Ils trouveront ça chiant, froid et trop cérébral. Là où d'autres y verront le sommet esthétique d'un genre. Et dans les deux cas, ils auront raison. Car c'est un disque qui ne cherche ni l'adhésion, ni la jouissance, mais seulement la précision, la logique et le vertige. Cocorico, on va enfin parler d'un groupe français. Champagne. La France est un pays central, situé au carrefour de nombreux autres pays qui disposent de cultures très fortes, très influentes. Et je pense que ça explique en grande partie pourquoi notre beau pays est un véritable temple sacré de l'extravagance. Et c'est pas l'artiste dont on va parler qui va me faire dire le contraire. Gauthier Serre est un multi-instrumentiste, biberonné au death metal,
à la musique baroque et à des trucs comme Aphex Twin. Il a réuni toutes ces influences disparates sous le nom de scène Igor. Il est la preuve qu'on peut gagner le respect des fans en faisant les choses complètement différemment de tous. Sa discographie s'étale sur près de 20 ans, et d'ailleurs son dernier album vient tout fraîchement de sortir. Et je vous le conseille, il est vraiment très bien. Mais voilà, moi je suis un romantique, alors je me souviens toujours de mes premiers amours. J'ai donc opté pour l'album qui m'a fait connaître le groupe, Savage Sinusoid. Alors au menu, tenez-vous bien, du death metal, du black metal, du breakcore, ou encore de la musique baroque. Parce que, pourquoi pas. Et c'est pas tout, parce que cette espèce de fou du bus a rassemblé des musiciens de différentes scènes pour un cocktail des plus explosifs. Clavecin, saxophone, sitar indien, et même encore d'autres instruments traditionnels. Bon en fait il y a vraiment de tout, pour un résultat complètement barré. En fait chaque morceau a sa propre DA, et du coup ça tourne pas non plus au patchwork informe. Bah ouais, parce qu'avec autant d'influences qui peuvent sembler de prime abord contraires, ça pourrait rapidement tourner au joyeux bordel. Mais ça reste étonnamment très cohérent. Preuve que derrière la folie se cache le génie. Bon voilà, au final je sais pas vraiment quoi vous dire sur cet album. Je pourrais le couvrir d'adjectifs ou de superlatifs en tout genre, mais ça vous aiderait pas vraiment à savoir de quoi il s'agit réellement. J'ai du mal à croire qu'on puisse sortir indifférent d'une œuvre pareille. C'est ce pourquoi je ne peux que vous inviter à y prêter une oreille attentive. Le black metal. Ça mériterait une vidéo à part entière. Bon, je vais pas vous faire toute la généalogie du black metal, donc on va se rendre au milieu des années 90. Faut comprendre qu'à cette époque-là, c'est déjà un genre qui est bien codifié. Et donc il y a toute une chier de groupes qui vont arriver à cette période et qui vont essayer de le révolutionner, disons. Durant l'écriture de cette vidéo, il y a deux groupes qui étaient en ballottage pour figurer au classement. D'un côté, on a Emperor avec leur album Anthem to the Waking at Dusk, et de l'autre, on a Dimmu Borgir avec Enthroned Darkness Triumphant. Enthroned Darkness Triumphant. Voilà. Deux albums de Black Sympho, les deux avec une cover à dominante de vert, les deux sortis en 97, et les deux en provenance de Norvège. Les deux albums auraient amplement mérité une place dans le classement, mais c'est un album tiers qui m'a aidé à trancher. J'ai donc opté pour Dimmu Borgir, mais pas avec ce Enthroned Darkness Triumphant. On se rend 4 ans plus tard, on va parler de Puritanical Euphoric Misanthropia. Putain, j'ai bien réussi à le dire celui-là. Si pour vous, black metal, ça rime avec guitare mal accordée et démos pourries enregistrées dans les chiottes, dans le cas présent, vous mettez le doigt dans l'œil. On retrouve toujours ce mariage d'apparence contre nature entre d'un côté du gros black metal poisseux des caves d'Oslo, et de l'autre un orchestre symphonique des plus fastueux, complètement surdimensionné pour le genre. Les guitares offrent des riffs martiaux et mécaniques qui peuvent un peu renvoyer à du metal indus. Ces riffs massifs laissent parfois place à des gros trémolos typiques du black, qui croisent le chemin d'orchestration cinématographique, digne de super productions hollywoodiennes. Le son est vraiment chirurgical, bien loin du black raw de l'époque. Ici, pas de bout sonore, chaque instrument perce distinctement dans le mix, ce qui est quand même assez rare pour un groupe qui propose une musique aussi dense et chargée. L'arrivée de l'ex-batteur de Cradle of Filth, Nicholas Barker, donne un souffle nouveau. Il martèle des blast beats millimétrés qui renforcent davantage l'ambiance martiale et dystopique de l'album. Ambiance occulte propre au genre, mais qui est par contre futuriste et cybernétique, plutôt que médiévale, fait encore assez rare pour l'époque. Le disque il est saturé ras la gueule de lexique technocratique, théologique et transhumaniste. Les paroles sont assez cryptiques, mais semblent dépeindre un monde totalitaire, où le contrôle des masses est roi, mais qui se montre sur certaines parties orchestrales d'une beauté glaçante et écrasante. Fut une époque où le heavy anglais était roi. Porté par les Iron Maiden, Judas Priest et autres saxons, la New Wave of British Heavy Metal battait son plein. La France n'était alors pas invitée, et ne semblait pas être en mesure de pouvoir jouer les troubles fêtes. Il y a bien quelques groupes français qui ont tenté de se dresser face à l'hégémonie anglo-saxonne, mais malheureusement l'histoire n'en a pas retenu beaucoup. Alors oui, il y en a un qui est connu du grand public, c'est Trust évidemment. Et n'a même plus son ombre infidèle compagne, elle s'en est allée. Refusons d'être esclaves de ce vivant borné. Mais plot twist, on va pas parler de Trust. Pour une raison qui m'échappe, le groupe dont on va parler est resté pendant des décennies sous les radars. On va donc parler de Sortilège. Alors là, il y a deux écoles. D'un côté, il y en a qui préfèrent leur album L'arme de héros, sorti en 86, et de l'autre, comme moi, il y en a qui ont le cœur qui balance vers Métamorphose.
Cet album, c'est du pur heavy épique à l'ancienne, à l'époque où la France n'était pas encore le bastion de toutes les bizarreries métallisées. Je fais référence à Igor. Les franciliens de Sortilège n'avaient a priori pas de complexe d'infériorité. Parce que oui, contre toute attente, ça rivalise vraiment avec le heavy anglais de l'époque. La production est léchée, les riffs sont abrasifs et certains solos sont vraiment incroyables. J'ai notamment en mémoire celui de Délire d'un fou, un solo en twin guitare de plus d'1 minute, proprement magique. Et c'est d'ailleurs sur ce morceau que j'ai été soufflé de la puissance vocale du chanteur, Christian Augustin. Il a vraiment du coffre. Malgré le nappage Heroic Fantasy assez évident, Sortilège ne donne pas dans la Sword and Sorcery Vulgos, à la Manowar à tout hasard. Les textes sont écrits d'une belle plume poétique et certains thèmes abordés sont bien plus terre-à-terre et universels que ce que l'on pourrait imaginer avant écoute. Et si aujourd'hui avec internet, Sortilège a enfin reçu le succès d'estime qu'il mérite, faut pas oublier que pendant des décennies, ils sont restés dans l'anonymat du plus grand nombre. Et ils sont d'ailleurs sûrement pas les seuls. C'est peut-être pas mal aussi, je fais les tâcher, non ? Pour cet avant-dernier groupe, on va faire une petite excursion dans le monde du paganisme. On va donc se rendre sur les terres vertes et humides de l'Irlande à la rencontre de Primordial. Ce groupe irlandais nous aura gratifié en 2007 de son puissant To the Nameless Dead. Avec ce titre très évocateur, le ton est donné. À une époque où tout devenait digital, propre et lissé, le groupe nous sort un album sanglant et boueux. Une chronique de la guerre, de la mémoire et de l'oubli. Le son est vraiment organique, les guitares tissent des tapis d'accords amples et tragiques, où on entend le coup des médiators. On navigue vraiment à la lisière entre les styles. Black dans les tripes, doom dans le poids et folk dans l'âme. Alan Avril, le chanteur, est en état de grâce. Il donne de sa voix comme un écorché vif. Un survivant qui convoque le passé pour lui rendre un dernier hommage. Chaque morceau est une marche, une commémoration qui sonne comme une procession. C'est un disque qui est profondément anti-moderne, avec une production rugueuse et volontairement imparfaite. Et à travers des morceaux qui ont également des titres qui sont très évocateurs, entre Empire Falls, Heathen Tribes ou Azram Burns, on comprend que, inéluctablement, les empires s'effondrent, les monuments s'écroulent et les peuples s'effacent également. Et la modernité dévore tout, hélas. En fait, pour moi, cet album, il sonne vraiment comme un mausolée sonore, qui rend hommage au peuple sans tombe, aux héros sans statue, et à tous ceux qui ne figurent pas sur les monuments aux morts. C'est vraiment un album âpre et viscéral sur l'importance de se souvenir. Et ça se comprend quand on connaît un peu l'histoire de l'Irlande, puisque c'est une nation, et donc un peuple, qui ont été privés d'une grande partie de leur histoire multiséculaire. Il est temps de s'atteler au dernier album de la vidéo. Jusque-là, je vous ai présenté des œuvres parfois mainstream, parfois dépaysantes, parfois extravagante. Mais l'album qui va clôturer cette vidéo évolue dans un tout autre registre, puisqu'il m'a plongé dans un abîme de détresse et de solitude. En 2007, le groupe Shining sort son 5e album, Amstad. Assez difficile d'ailleurs de comprendre d'où le groupe tient son nom, tant la musique transpire la noirceur et l'opacité. Ici, tout n'est qu'une pulsion destructrice. Dans chaque riff suinte le mal-être, chaque note acoustique frémit de douleur. Le chant erratique de Niklas Warforce rend l'expérience d'autant plus dérangeante. D'ailleurs, parlons-en 2 secondes de ce bon vieux Niklas. C'est quand même un drôle d'oiseau celui-là. En fait, je suis un peu tiraillé, parce que d'un côté, il me semble assez clair que c'est lui la tête pensante du projet, et de l'autre côté, ça me semble être quand même un sacré trou du cul. Faut pas se mentir. Avec ses cris complètement possédés, on n'a pas vraiment l'impression qu'il chante. Je dirais plutôt qu'il se vide par ses hurlements. En fait, ici, tout est tellement habité par la noirceur ambiante qu'on range généralement ce groupe dans la catégorie DSBM. Dépressive, suicidal, black, metal. Ça annonce la couleur.
le noir en l'occurrence. Bon, mais est-ce que vraiment tout est aussi noir et négatif que ça? Pas vraiment, mais il faut chercher quand même. Je me rappelle avoir été surpris à ma première écoute par certains riffs qui sont vraiment catchy et énergiques, même s'ils respirent pas vraiment l'espoir. On a aussi quelques sections musicales assez étonnantes pour le genre, notamment sur le deuxième morceau, avec cet outro en slow jazz. Ouais, l'album laisse quand même entrevoir quelques nuances de gris, parfois, qui sont d'ailleurs d'une grande beauté. Il y a aussi cette reprise de la célèbre sonate au clair de lune, jouée par des notes de piano distantes. Il y a des albums qu'on traverse sans trop de difficultés, mais Amstad, c'est lui qui te traverse. C'est une expérience sensorielle dont on ne revient pas indemne. C'est vraiment un album sur lequel j'ai du mal à revenir, tant chaque écoute laisse des cicatrices derrière elle, et peut ramener à des souvenirs pas vraiment très cool. Enfin bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur cet album et sur ce groupe, mais je vous laisse vous faire votre propre vérité. Je trouvais ça vraiment intéressant de terminer la vidéo sur cet album pour vous montrer un truc qui, à mon sens, est essentiel. Dans une industrie fortement dominée par le divertissement, on a l'habitude des mêmes stimuli. Le but de l'art, c'est de faire ressentir des émotions, y compris celles qu'on n'a pas l'habitude de voir stimulées. Et malgré la noirceur et la grisaille qui émanent de l'album, je ressors de chaque écoute heureux, comblé d'avoir ressenti des émotions fortes, même si c'est un grand 8 émotionnel bien sûr. On en a fini avec la première partie, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ces 10 premiers albums, et n'hésitez pas à me partager les vôtres en retour. Après, il y a tout le bordel de YouTube, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un j'aime, bouffe ta grand-mère, chie dans un bol, bon, vous avez compris. J'espère que cette première partie vous aura plu, et on se retrouve très rapidement pour la deuxième. Nada, revoyure.